Avant l'aube, le coup aurait été étouffé, sans sirène. En tout début janvier 2026, au Burkina Faso, des messages affirment qu'un complot visant la direction a été détecté, des connexions retracées et des arrestations menées sans spectacle, bien avant que la rue ne voie quoi que ce soit, si l'on réagit avant même d'avoir une confirmation officielle, que devient la frontière entre protection et suspicion, et que révèle ce réflexe autour d'Ibrahim Traoré. Ici, le calme signifie souvent seulement que la tension est gérée ailleurs, en silence pour l'instant. À partir des récits qui ont circulé début janvier 2026, l'enjeu dépasse l'épisode lui-même. Il concerne la manière dont la stabilité est désormais définie au Burkina Faso. Non plus comme l'absence d'événements, mais comme la capacité à contenir toute incertitude avant qu'elle ne prenne forme. Ce cadre permet d'évaluer les bénéfices immédiats de cette logique, mais aussi ses coûts à moyen terme, lorsque l'anticipation permanente devient une norme sociale et politique. Dès les premières heures, un élément a dominé les récits. L'épisode aurait été neutralisé avant toute manifestation visible, ce qui inverse le schéma habituel des coups d'État au Burkina Faso. Les messages évoquaient une tentative stoppée le 3 janvier 2026, sans mouvement de troupes ni annonce publique, mais par une interception en amont. Cela donne le ton. Autour d'Ibrahim Traoré, la narration insistait sur l'idée d'un pouvoir qui n'attend plus l'irruption du danger pour agir, mais qui le traque dans l'ombre. Pour comprendre pourquoi cette version a immédiatement trouvé un écho, il faut rappeler le contexte récent. Le pays a traversé plusieurs basculements de pouvoir où la confirmation officielle est souvent arrivée après les faits. La population a appris à interpréter les silences et à lire entre les lignes. Ici, l'absence de démenti rapide n'a pas affaibli l'histoire, elle l'a renforcée. Dans un climat où la discrétion sécuritaire est perçue comme une preuve de maîtrise, le manque d'explications publiques a été compris comme un choix, non comme une hésitation. Les récits parlaient de réseaux dénoués, de conversations surveillées et d'arrestations ciblées, suggérant que la menace ne venait pas seulement des casernes. Cette insistance sur des acteurs civils et économiques a déplacé la peur, le danger ne serait plus forcément visible, mais disséminé dans la société. En quelques heures, la question n'était plus de savoir si un coup avait eu lieu, mais à quel point il avait été proche. C'est cette perception, plus que des preuves, qui a déclenché la suite des réactions et installé durablement le doute au cœur du début d'année. Dans les récits qui ont circulé, il n'y a pas de visage unique pour incarner l'épisode, mais un rôle récurrent, celui des forces de sécurité agissant en amont, presque invisibles. Elles apparaissent comme un personnage collectif, présenté non pas en réaction à une crise, mais comme un dispositif déjà en place, attentif aux signes discrets. Cette figure est centrale car elle sert de médiation entre le pouvoir politique et la société. En affirmant que des plans ont été détectés tôt, elle projette l'image d'un État qui observe avant d'intervenir et qui choisit le moment de rendre les choses perceptibles. Autour d'Ibrahim Traoré, ce personnage guide permet de comprendre les premiers effets concrets sur le terrain. Les arrestations décrites ne sont pas massives ni spectaculaires, elles sont ciblées, discrètes, presque administratives. Cette sobriété change la nature de l'impact, elle évite la panique immédiate, mais elle diffuse une idée plus durable, celle d'une surveillance constante pour les acteurs économiques, pour les intermédiaires civils évoqués dans les messages. Cela introduit une incertitude nouvelle sur ce qui est vu, su ou toléré. Un effet apparaît rapidement, avant toute confirmation officielle, des rassemblements de soutien se forment. Ils ne répondent pas à une violence visible, mais à la possibilité d'une interférence. Ce décalage est essentiel, il montre que l'action du personnage guide ne se limite pas à neutraliser une menace supposée, elle façonne aussi les réflexes collectifs. Les citoyens savent désormais comment réagir, où se positionner et surtout quand le faire. Cela montre clairement que la stabilité ne dépend plus seulement des décisions au sommet, mais de la rapidité avec laquelle la société adopte le rôle qu'elle pense attendu. L'épisode commence par une circulation discrète d'informations. Des messages privés, des notes vocales nocturnes et des publications locales affirment qu'un projet de déstabilisation a été identifié très en amont. Le vocabulaire employé est calme, presque administratif. Il ne parle ni d'assaut ni de confrontation, mais de plans interceptés, de réseaux exposés, de contacts retracés. Cette première phase est cruciale car elle installe l'idée que l'événement est déjà terminé au moment où le public en prend connaissance. Le temps politique est inversé, la réaction officielle est attendue après la neutralisation supposée.
non avant. La tension augmente lorsque le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme point focal, non dans une scène dramatique, mais comme l'objet d'une menace abstraite déjouée en silence. Cette focalisation donne une cohérence à l'histoire. Elle transforme une rumeur diffuse en intrigue lisible, un pouvoir central visé, un appareil sécuritaire vigilant, des acteurs périphériques impliqués. À ce stade, l'absence de confirmation publique joue un rôle amplificateur. Le silence est interprété comme une stratégie, renforçant la crédibilité de l'idée selon laquelle l'État contrôle la situation et choisit de ne pas l'exposer davantage. La tension atteint son maximum dans la société. Les rassemblements civils apparaissent rapidement, sans appel officiel ni mot d'ordre formel. Des citoyens se réunissent, brandissent des symboles nationaux et scandent des slogans de soutien. Cette mobilisation n'est pas une réponse à des violences, mais à une narration, celle d'une tentative d'interférence stoppée de justesse. Le message est dissuasif. Il ne s'adresse pas aux autorités, mais à d'éventuels opposants en signalant que toute manœuvre, même avortée, rencontrerait une résistance sociale immédiate. Les conséquences apparaissent ensuite sur un temps plus long. Une fois la rue mobilisée, l'histoire change de nature. Elle ne concerne plus seulement un complot présumé, mais la légitimité elle-même. Le fait que la population prenne position avant toute vérification réduit l'espace pour la nuance. Dans ce climat, ne pas réagir devient un choix lisible, parfois suspect. Les institutions, de leur côté, semblent absorber cette énergie sans la canaliser explicitement. Elles laissent à la dynamique sociale produire ses effets tout en maintenant une ligne de continuité. L'ensemble de ces éléments dessine un schéma récurrent. Un signe discret circule, il est interprété comme crédible parce qu'il correspond à une mémoire collective récente. La réponse sécuritaire est présentée comme déjà accomplie. La société, anticipant les enjeux, se mobilise à son tour. Enfin, le système se stabilise sans clarification formelle, mais avec un consensus implicite. Ce mécanisme n'a pas besoin d'un événement pleinement avéré pour fonctionner. Il repose sur la plausibilité et sur la vitesse. Ainsi, la ligne des événements ne raconte pas seulement ce qui aurait failli se produire, elle montre comment, autour d'Ibrahim Traoré et du pouvoir en place, l'anticipation est devenue un outil central. Chaque moment renforce la suivante jusqu'à produire une impression de contrôle continu dont les effets persistent bien au-delà de l'épisode initial. Le cœur des récits repose paradoxalement sur très peu de chiffres explicites et c'est précisément ce vide qui structure l'interprétation. Un premier élément temporel revient souvent, elle sert de borne avant, après. Avant cette date, rien n'est visible. Après, tout semble déjà réglé. Ce simple marqueur crée un effet de compression du temps politique. En plaçant l'interception supposée avant le lever du jour, la narration suggère une capacité d'action rapide, presque instantanée, qui réduit à zéro l'intervalle entre menace et neutralisation. La donnée n'est pas spectaculaire, mais elle est lisible. Plus le délai perçu est court, plus la maîtrise paraît élevée. Un autre élément revient de manière répétée. Aucun total n'est avancé et cette absence est elle-même signifiante. Elle contraste avec les précédents épisodes de déstabilisation où des rafles massives avaient été évoquées. Ici, la rareté quantitative est présentée comme un choix stratégique. Peu d'interpellations visibles impliquent deux choses à la fois, une sélection en amont des individus jugés clés et une volonté de ne pas produire d'onde de choc social. La logique est claire, même sans chiffres précis, moins d'action publique, moins de perturbations, mais un signal fort envoyé au cercle concerné. Un autre élément concerne l'espace. Les récits insistent sur le fait que la menace n'a jamais atteint la rue. Cette frontière invisible fonctionne comme une ligne de contrôle. Zéro affrontement public, zéro occupation de bâtiments, zéro annonce forcée. Là encore, le zéro est implicite, mais central. Il permet de présenter la situation comme un succès préventif plutôt que comme une crise gérée. En termes d'impact, cela change la perception du risque. Ce qui est contenu avant d'être vu paraît moins dangereux, mais aussi plus insaisissable. Pris ensemble, ces éléments composent un cadre cohérent. Ils soutiennent l'idée d'un État fonctionnant sur l'anticipation. Autour d'Ibrahim Traoré, ce cadrage renforce l'image d'un pouvoir qui
mesure sa force non pas à l'ampleur de ses démonstrations, mais à sa capacité à limiter les traces. L'efficacité est évaluée par ce qui n'a pas eu lieu, pas de chaos, pas de délai, pas de scène spectaculaire. Cependant, cette lecture comporte une limite. Moins il y a de données vérifiables, plus l'interprétation repose sur la confiance dans le récit lui-même. Le public est invité à accepter que la faiblesse numérique apparente, peu de chiffres, peu d'images, peu de détails, soit en réalité la preuve d'une forte capacité de contrôle. C'est un renversement logique. L'absence devient un signe positif. À court terme, ce raisonnement fonctionne car il apaise. À moyen terme, il pose une question de méthode. Comment distinguer une prévention réussie d'une simple narration efficace lorsque les repères chiffrés restent volontairement rares ? Dans ce cadre, les chiffres ne servent pas à prouver, mais à orienter la perception. Ils tracent des bornes symboliques plutôt qu'un bilan détaillé, et c'est précisément cette économie de données qui alimente la dynamique actuelle. Moins on voit, plus on suppose que tout a été maîtrisé. Reste à savoir combien de temps ce mode d'évaluation peut rester crédible sans éroder la confiance qu'il cherche à préserver. Un argument critique consiste à dire que sans confirmation officielle ni élément vérifiable, l'histoire d'un coup déjoué en silence peut être perçue comme une stratégie de communication plutôt que comme un fait sécuritaire. Selon cette lecture, la répétition de menaces non documentées finirait par banaliser l'exceptionnel et par user la crédibilité des institutions. À force d'anticiper publiquement des dangers invisibles, le pouvoir risquerait d'installer une fatigue sociale où chaque alerte est reçue avec moins d'attention et plus de scepticisme. Un autre argument avance que rendre public des détails opérationnels, c'est confirmer ou infirmer trop vite, exposer des chiffres ou des noms, tout cela pourrait compromettre des enquêtes en cours et offrir des informations utiles à de futurs acteurs hostiles. Dans cette perspective, le silence n'est pas un déficit démocratique, mais une mesure de protection. La rapidité d'intervention et l'absence de scènes violentes seraient des signes suffisants de réussite, même sans transparence immédiate. La réponse se situe dans l'effet observable. Ce qui compte ici, ce n'est pas seulement ce que l'État dit ou ne dit pas, mais la manière dont la société réagit. Dans l'épisode évoqué, la mobilisation civile rapide suggère que le récit a été jugé plausible par une partie significative de la population. Cette plausibilité ne naît pas de rien, elle s'ancre dans une mémoire récente de tentatives réelles, de fractures internes et d'ingérences passées. Autrement dit, le terrain était déjà préparé à croire à une menace silencieuse. Autour d'Ibrahim Traoré, cette dynamique révèle un compromis implicite. Le pouvoir gagne en efficacité immédiate en laissant circuler une version sobre et non confirmée, tandis que la société accepte ce flou en échange d'un sentiment de continuité. Ce compromis n'élimine pas les risques soulignés par les critiques, mais il explique pourquoi, à court terme, la méthode fonctionne. Elle repose moins sur la preuve que sur l'alignement des perceptions. Ainsi, le débat ne se résout pas par un verdict simple, il met en tension deux besoins légitimes, la protection rapide et la clarté publique. Tant que les réactions sociales renforcent la stabilité plutôt qu'elles ne la fragilisent, l'équilibre tient. La question est de savoir à quel moment ce même mécanisme pourrait produire l'effet inverse. Le changement décisif se produit avant la preuve. Au cœur de cet épisode, le changement décisif n'est pas la neutralisation présumée d'un complot, mais la vitesse avec laquelle la société adopte une lecture commune avant toute vérification. Ce point médian révèle que le centre de gravité du pouvoir ne se situe plus seulement dans les institutions, mais dans la réaction collective elle-même. Une fois la narration acceptée comme plausible, elle produit des effets réels indépendamment de son niveau de confirmation publique. Ce déplacement modifie la logique habituelle de légitimité. Au lieu d'attendre une annonce, une enquête ou une procédure, l'alignement social devient le premier filtre. La rue n'est plus un espace de contestation a posteriori, mais un signal préventif. En se mobilisant rapidement, les citoyens réduisent l'éventail des issues possibles et ferment de fait certaines options politiques avant qu'elles ne soient formulées. Autour d'Ibrahim Traoré, cette dynamique agit comme un révélateur. Le leadership n'est pas seulement défendu par des mécanismes formels, mais par une anticipation partagée du risque. La loyauté se manifeste avant l'événement et cette avance crée une barrière symbolique difficile à franchir pour toute tentative future. Ce n'est plus l'acte qui déclenche la réponse, mais la simple possibilité crédible de l'acte.
Le constat central est le suivant, elle se construit sur la rapidité d'adhésion à un récit jugé cohérent. Cette logique renforce l'ordre à court terme, tout en redéfinissant profondément la manière dont le pouvoir et la société interagissent au quotidien. Pour l'appareil de l'État, la première conséquence est un renforcement immédiat de la légitimité opérationnelle. En l'absence de démenti et face à une mobilisation spontanée, les institutions apparaissent comme déjà alignées avec la société. La continuité administrative est préservée, les routines ne sont pas interrompues et le message interne est clair. La prévention prime sur l'explication. Cette situation réduit les marges d'erreur à court terme, mais elle accroît aussi la responsabilité implicite de ceux qui décident d'agir sans exposer leurs raisons. La stabilité devient une performance quotidienne, mesurée par l'absence de rupture plutôt que par la clarté des procédures. Pour les acteurs économiques, l'effet est plus ambivalent. D'un côté, l'absence de chaos visible rassure. Les activités se poursuivent, les marchés locaux ne sont pas paralysés et l'idée d'un contrôle ferme limite les anticipations de désordre. De l'autre, la mise en avant de facilitateurs civils et financiers dans les récits introduit une zone d'incertitude. Le signal envoyé est que l'influence économique peut être surveillée et interprétée politiquement. Même sans chiffres ni accusations formelles, cette perception incite à la prudence, voire à l'autocensure dans les réseaux d'affaires et de financement. Pour la population, l'impact est immédiat et tangible. La mobilisation rapide crée un sentiment de participation directe à la défense de l'ordre. Les citoyens ne se perçoivent plus seulement comme des observateurs, mais comme des acteurs capables d'influer sur l'issue avant qu'elle ne soit scellée. Ce rôle renforce la cohésion à court terme. Cependant, il a un revers. Lorsque la réaction devient un réflexe, l'espace pour l'attente et la nuance se réduit. Le coût émotionnel s'accumule car chaque rumeur crédible appelle une réponse même en l'absence de faits confirmés. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode projette une image de fermeté. Dans un contexte sahélien marqué par des transitions brutales, le fait qu'une tentative supposée soit contenue sans visibilité publique envoie un signal dissuasif. Il suggère que les rapports de force se jouent désormais en amont, dans la détection et non dans la confrontation. Autour d'Ibrahim Traoré, cette perception renforce l'idée d'un pouvoir consolidé, capable de traverser des zones grises sans vaciller. Pris ensemble, ces effets dessinent une conséquence majeure. La stabilité est vécue différemment selon les acteurs, mais tous s'ajustent à une même règle implicite, mieux vaut réagir tôt que comprendre tard. Cette règle produit de l'ordre, mais elle transforme aussi la manière dont chacun calcule ses risques et ses silences au quotidien. Dans une hypothèse courante, les autorités continuent d'agir par anticipation, la communication reste minimale et la société conserve ce réflexe de mobilisation rapide en cas de signal crédible. La stabilité était maintenue par inertie active. Rien d'exceptionnel ne se produit, mais la vigilance demeure constante. Autour d'Ibrahim Traoré, ce hypothèse suppose que la légitimité repose toujours sur la capacité à éviter les crises visibles plutôt que sur l'ouverture d'espaces de clarification. Le système tient, mais au prix d'une tension de fond devenue routinière. Dans une hypothèse plus favorable, les mécanismes de prévention restent en place, mais ils sont accompagnés de séquences plus claires d'explications a posteriori. Sans exposer des détails sensibles, les institutions parviennent à refermer les épisodes par des récits plus structurés, ce qui réduit l'accumulation de doutes. La société, rassurée par cette double logique, action rapide puis mise en perspective, relâche légèrement la pression. La vigilance ne disparaît pas, mais elle cesse d'être permanente. Dans ce cas, la stabilité gagne en profondeur car elle repose à la fois sur la rapidité et sur une confiance renouvelée. Dans une hypothèse plus défavorable, chaque rumeur plausible déclenche une réaction sociale immédiate sans possibilité de temporisation. La frontière entre prévention et suspicion s'amincit encore à force de fonctionner sur l'anticipation. Le système s'expose à des erreurs d'interprétation coûteuses. Une alerte mal évaluée pourrait produire des effets réels. Arrestation, mobilisation, alignement, sans menace avérée. Dans ce contexte, la fatigue sociale augmente et la confiance devient plus fragile car elle n'est plus nourrie par des résolutions claires. Face à ces évolutions possibles, plutôt que de chercher à prédire l'issue, il est plus utile d'observer les signes discrets, la fréquence des mobilisations, la durée des silences institutionnels et la capacité à refermer les épisodes. C'est dans ces détails que se jouera l'équilibre entre efficacité immédiate
et soutenabilité à moyen terme. Pour un premier groupe de citoyens directement exposés à l'instabilité passée, l'épisode renforce un sentiment de compétence collective. Beaucoup ont déjà vécu des basculements soudains et ont appris que l'attente pouvait coûter cher. Dans cette logique, réagir tôt n'est pas perçu comme un excès, mais comme une forme de prudence acquise par l'expérience. Le fait de se rassembler rapidement, même sur la base d'informations incomplètes, donne l'impression de reprendre une part de contrôle sur un environnement jugé imprévisible. Un second groupe, plus attentif aux règles et aux procédures, éprouve une ambivalence plus marquée. D'un côté, l'absence de violence visible et la continuité de la vie quotidienne sont rassurantes. De l'autre, la répétition d'épisodes non clarifiés alimente une fatigue cognitive. Ces observateurs ne contestent pas nécessairement l'intention de stabilité, mais ils s'interrogent sur la durabilité d'un système où la vérification arrive toujours après la réaction. Pour eux, le coût n'est pas immédiat, mais cumulatif, car chaque silence laisse une question ouverte de plus. Un troisième groupe, plus jeune ou plus éloigné des cercles décisionnels, perçoit surtout la normalisation de l'alerte. L'idée que le pays doit rester constamment prêt devient un arrière-plan permanent. Cette génération grandit avec la notion que la stabilité n'est jamais acquise, seulement maintenue. Cela peut produire une forte capacité d'adaptation, mais aussi une difficulté à imaginer des périodes de relâchement politique ou de débat serein. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un point de référence plus que comme un sujet de discussion directe. Elle incarne la continuité autour de laquelle ces groupes projettent leurs attentes, leurs craintes ou leurs interrogations. Comprendre ces réactions différenciées aide à mesurer comment un même épisode peut consolider certains liens sociaux tout en fragilisant d'autres silencieusement. D'abord, il s'agit de clarifier le rôle de chacun. Après chaque épisode de tension, même supposé, les institutions peuvent définir un moment précis de retour d'information, limité mais structuré. Cette temporalité annoncée réduit l'incertitude sans ralentir l'action initiale. Ensuite, la coordination sociale devient essentielle. Les mobilisations spontanées montrent une capacité d'alignement rapide. Il devient donc essentiel d'en fixer les contours implicites. Rappeler que le soutien civique n'est pas une enquête parallèle et que l'absence de réaction immédiate ne signifie pas opposition. Cette distinction protège l'espace de neutralité nécessaire à une société pluraliste. Par ailleurs, sans chiffres détaillés, de suivre le rythme des mobilisations et des silences institutionnels permet d'évaluer si le système fonctionne en prévention ciblée ou s'il glisse vers l'alerte permanente. Cette signe sert de baromètre interne, non de communication externe. De plus, même tardivement, une conclusion officielle, courte et factuelle, aide à éviter l'accumulation de récits ouverts. Elle stabilise la mémoire collective et empêche chaque rumeur de devenir un précédent. Enfin, une articulation claire entre action rapide et récits ultérieurs devient nécessaire. La stabilité se mesure alors non seulement à l'absence de rupture, mais à la capacité à transformer l'anticipation en confiance durable. Cette méthode ne supprime pas le risque, mais elle en limite l'érosion progressive sur le long terme. Le fil conducteur de cet épisode ramène toujours au même motif, une présence invisible qui agit avant d'être vue. Depuis le début, ce ne sont ni les scènes spectaculaires, ni les annonces solennelles qui dominent, mais l'idée d'un système attentif, presque silencieux, déjà en mouvement quand le reste du pays dort encore. Ce motif, introduit par la figure collective des forces de sécurité agissant en amont, trouve ici son écho final. Il rappelle que dans le Burkina Faso actuel, la puissance ne s'exprime plus par le bruit, mais par la capacité à empêcher le bruit d'exister. Autour d'Ibrahim Traoré, cette logique prend une dimension émotionnelle particulière. Elle rassure parce qu'elle suggère la maîtrise, elle inquiète aussi parce qu'elle normalise l'exception. Le calme n'est plus synonyme de repos, mais de vigilance réussie. Beaucoup s'y reconnaissent, car l'expérience a appris que l'impréparation coûte cher. D'autres y perçoivent une tension diffuse, difficile à nommer, mais toujours présente. La phrase qui s'impose alors est simple et lourde à la fois. La stabilité tient, mais elle ne respire pas. Ce rappel n'est ni un verdict, ni une alarme. C'est un constat. Il souligne que ce qui protège aujourd'hui façonne aussi le climat de demain
Et c'est dans cet entre-deux, entre sécurité et fatigue, que se joue désormais l'équilibre du pays. Au terme de ce parcours, il ne s'agit pas de conclure par une certitude, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagée. L'épisode de début 2026 montre comment une société peut se coordonner rapidement autour d'un récit jugé plausible, comment les institutions peuvent absorber cette réaction sans la diriger explicitement et comment la stabilité peut être produite sans explication immédiate. Ce fonctionnement n'est ni entièrement nouveau, ni entièrement figé. Il est le résultat d'années d'ajustements, d'épreuves et d'apprentissage collectif. Pour les observateurs, pour les citoyens et pour ceux qui suivent l'actualité du Burkina Faso, à distance, la question centrale dépasse le cas précis. Elle touche à la manière dont une nation définit désormais sa sécurité, son calme et sa confiance. Autour d'Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas seulement de savoir si chaque menace est réelle, mais comment la société choisit d'y répondre avant même d'en avoir la preuve.